Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live fantassin, le cinquième. On commence pile poil à l'heure, il est 13 h. On va faire une petite intro le temps que tout le monde arrive, que les retardataires arrivent ou quoi que ce soit. Est-ce que les présents peuvent me confirmer dans le chat qu'ils entendent bien correctement, qu'ils voient correctement, que tout se passe bien en fait? Et quand on sera bon, on attend quelques minutes et on partira. Donc en attendant, on est sur notre premier live sur Twitch. À partir de maintenant, on les fera sur cette plateforme. Euh, du coup, euh, Grand merci à Thomas et Florian qui nous ont monté un petit écosystème pour pouvoir streamer. euh, Tout bien, qui nous prépare encore d'autres surprises pour que les prochains lives soient stylés et en plus, je veux dire, griffé FTS qui ait quelques trucs marrants et qu'on puisse passer des bons moments. Donc voilà, il est, tac, on arrive, 13h01, on va encore un petit peu attendre. Aujourd'hui, sans grande surprise, vu que c'était annoncé, on va parler WordPress et multisite. On va pas entrer dans des considérations purement techniques en fait. On va plus parler de conception, de manière dont on aborde la construction d'un projet avec le multisite. Donc voilà, on vous a préparé une présentation. C'est un petit peu dense, donc il va falloir s'accrocher. Il y a pas mal de choses à dire. Mais normalement, on va tenir dans l'heure. Alors, il est... Ah, c'est bon, on va attaquer. On va attaquer. Tac. Alors, avec la petite presse qu'on vous mettra, la petite présentation dont on vous mettra le lien sur le replay. En fait, on vous enverra le lien vers la slide. Donc, d'un site classique à un multisite avancé, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous parler un peu de notre retour d'expérience. Euh, Ça fait à peu près 3 ans qu'on est sur cette transition-là, avec des moments plus ou moins hard et des moments plus ou moins doux. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est qu'on va vous présenter le parcours, en fait. Quelles ont un petit peu été les phases de la construction de notre site à nous et comment est-ce qu'on est arrivé au multisite. On va refaire un petit point sur le fonctionnement du multisite. Donc là, l'idée, ça va pas être d'aborder de la technique vraiment profonde, mais on va rester à la surface. L'idée, c'est juste d'avoir les grandes clés pour que tout le monde, enfin pour que vous soyez simplement capable de vous représenter ce que c'est le multisite et ce que ça implique. Ensuite, on vous a fait une sélection de problématiques qu'on a rencontrées dans notre transition vers le multisite. Donc à chaque fois, on vous a fait, voilà, on vous explique la problématique, pourquoi on l'a rencontrée, et bien sûr, on vous livre des pistes de résolution. Donc ça, c'est typiquement la partie pratique qui pourra vous servir tous les jours. Et sur le dernier point, on a quand même c'est quand même un sujet qui implique une conclusion assez dense. Donc on va rappeler les enjeux, les points de vigilance et surtout on va faire un petit point sur le futur. Ça pourra faire sans doute un petit clin d'œil à un prochain live. Vous verrez pourquoi. Alors, un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui on va être sur le thème du Hobbit. Vous comprendrez vite pourquoi. Voilà, attaquons. Comment est-ce que chez Fantassin on en est arrivé au multisite? Alors l'histoire elle est très simple. Tout simplement quand on a créé l'agence, on avait déjà un site WordPress pour le coup qui était codé par moi, qui ne suis pas dev, mais on lançait une boîte donc on faisait on faisait comme on pouvait. Voilà. À partir du moment où la boîte a commencé à se structurer, on a changé le site parce qu'il ne répondait plus aux enjeux d'image qu'on avait. Du coup, on avait un site one page en dur. Il n'était pas souvent mis à jour, mais on n'avait pas vraiment le temps, vu qu'on était que deux, Florian et moi. On n'avait pas vraiment le temps pour s'en occuper. C'est à partir de 2019, avec l'arrivée de Jonathan, notre premier développeur, en fait, qu'on a pu commencer à dégager du temps pour refaire notre site sous WordPress. Donc c'était du site classique.
Et c'est la transition, elle commence vraiment de 2019 à 2020. De 2019 pardon, à 2021. 2020, c'est l'arrivée de Thomas qui gère la com chez nous. Donc forcément, il fallait un site qui soit prêt pour le contenu. Et surtout, entre 2020 et 2021, on a commencé à marketer un petit peu plus les offres de Fantassin, à séparer ce qui était de l'ordre de la maintenance, ce qui était de l'ordre des prestats d'agence, ce qui était de l'ordre de la formation, de la documentation interne, etc. À partir du moment où on a commencé à lancer les deux premiers sites, qui sont FTS Care, le site de la maintenance, et la doc interne, c'est là qu'on a mis en place le multisite pour la première fois. Et c'est vraiment ce début d'année où en fait on a clarifié tout notre écosystème de services et qu'on a vraiment boosté le multisite. Aujourd'hui, il propulse 8 sites de l'écosystème FTS avec donc il y a 7 sites qui sont sur un thème et il y a un site qui est sur un autre thème. Excusez-moi. Alors, en gros, on en est arrivé au multisite pour une raison toute simple, c'est qu'on avait besoin de proposer une vision assez claire de ce qu'on propose. Pour ça, forcément, on avait besoin de scinder les offres et d'offrir une visibilité spécifique à chaque offre, parce que si on mettait tout au même endroit, en fait, on allait s'y perdre. On n'allait plus comprendre ce qui se passe, il y aurait trop de choix, et voilà. L'autre point, en fait, c'était que le multisite, pour nous, c'était la bonne solution pour pouvoir déployer de nouveaux sites de l'écosystème Fantassin de manière super rapide. Donc, en gros, ça, c'est les deux points qui nous ont amenés à adopter le multisite, c'est ne pas tout mélanger et pouvoir déployer rapidement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne le multisite? Alors, pour comprendre comment ça fonctionne le multisite, il faut déjà avoir un petit rappel sur comment fonctionne un site WordPress classique. Vous avez là une version hyper résumée. Donc, les puristes pourront dire qu'on oublie plein de choses. Mais en gros, un site WordPress aujourd'hui, il fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec un système WordPress qui est au milieu. Il fonctionne avec des trucs qu'on branche dessus qui sont les extensions. Donc, les extensions sont là pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Et il fonctionne aussi avec... Tac. Et bien sûr, le site fonctionne aussi avec la peinture. La peinture, c'est simplement les thèmes. Donc, on va ajouter des thèmes et des extensions à un système WordPress pour obtenir un site. Ça, c'est la version classique. Quand on veut faire des évolutions sur un site, du coup, c'est assez simple. Quand le petit Frodon Saké il demande à Sam s'il peut avoir quelque chose sur son site, bah, Sam, il n'y a pas de souci, il y a un seul site à gérer, il va s'en sortir. Donc il réfléchit un petit peu, il code, il teste, et boum, petit Frodon, il est content, c'est en prod. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Quand on s'attaque au multisite maintenant, à partir du moment où on passe d'un site classique WordPress à un système multisite, en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc c'est une manipulation technique qui a effectué. Et en fait, l'idée, c'est que votre site de base WordPress, en fait, va devenir ce qu'on appelle le site master. Et à partir de là, le site master, ça va être le site pilote de tout le réseau. À partir de ce site pilote, en fait, on va pouvoir déployer d'autres sites, en fait, et tous les sites de ce réseau vont pouvoir partager des extensions, partager des thèmes, ou bien avoir des extensions spécifiques, ou bien avoir un thème spécifique. Donc l'idée, c'est que soit on partage tout, et on fait tout une seule fois, soit en fait on partage un certain nombre d'extensions ou de thèmes, et après pour chaque site, on vient rajouter ce qui a besoin d'être rajouté. Sur ce slide, c'était aussi important que vous soyez, enfin que vous puissiez avoir une vision sur la stratégie des URL sur les sites d'un multisite. Donc en bas, vous avez trois choix, enfin trois possibilités. Vous pouvez avoir product.monsite.com. Donc en gros, vous pouvez avoir une stratégie de site du réseau par sous-domaine. Vous pouvez avoir une stratégie en mode monsite.fr / le nom de votre site que vous voulez. Donc ça, pour le coup, ça ressemble plus à une page, par exemple. Ou bien la dernière option, c'est que vous pouvez avoir un système multisite, mais qui gère aussi des sites qui ont des URL d'un autre domaine, en fait. Donc les options sont vraiment vastes et ça rend la chose quand même hyper pratique. Vous avez une petite note en bas, ce qu'il faut juste garder en tête quand on parle de stratégie d'URL sur le multisite, c'est il faut penser au multilingue.
En fait, que vous ayez un site multilingue aujourd'hui ou pas, pensez-y quand même, parce qu'à partir du moment où vous devez intégrer un FREN ou quoi que ce soit dans vos URL, en fait, il faut que vous puissiez anticiper ça en amont, parce que si vous avez, je sais pas, 10 sites sur votre réseau, qu'il y en a 5 qui sont en bilingue, ben, en termes d'URL, il faut que vous puissiez avoir une stratégie hyper cohérente, en fait. Donc, une fois qu'on a ça, on comprend bien que le multisite, c'est un peu l'anneau unique qui les gouverne tous. Euh, donc, on va continuer aujourd'hui sur tout ce truc-là, hein. C'est pas, c'est un peu à contre-cœur que j'utilise Frodon Saké parce que c'est pas mon meilleur copain. Mais bon, on va faire avec. En gros, si on doit résumer, c'est quoi l'intérêt pour vous du multisite aujourd'hui, demain, en fait? Euh, le truc, c'est que ce qui est vraiment chouette avec le multisite, c'est qu'avec une gestion centralisée, en fait, vous pouvez déployer tout plein de sites de votre écosystème, ce qui vous permet d'avoir un site principal, qui est votre site vitrine, on va dire votre entrée principale. Vous pouvez avoir un site de groupe, par exemple, vous pouvez déployer des sites spécifiques pour vos produits, vous pouvez déployer un site pour votre espace carrière si ça vaut le coup, si vous avez une stratégie vraiment complète de recrutement. Vous pouvez développer des plateformes externes à tire-larigot, etc., etc. Et vous pouvez même avoir des sites satellites externes avec des URL externes à votre site à vous. Donc l'idée, c'est que vraiment, avec un seul anneau, en fait, bah, vous gouvernez tous les autres petits anneaux que vous pouvez vous leur créer. Et l'avantage, c'est que vous avez un seul endroit pardon, pour gérer vos utilisateurs, vos thèmes, vos extensions. La maintenance, bah forcément, au lieu de maintenir 5 sites, vous maintenez un réseau de 5 sites. Donc en fait, vous commencez rapidement à faire des économies d'échelle à partir d'un certain nombre de sites sur votre réseau. Euh, Petite note quand on parle des utilisateurs, bien sûr, vous pouvez avoir un lot d'utilisateurs sur votre réseau, mais après, vous pouvez choisir quels utilisateurs a accès à quel site. Ça, c'est complètement possible. Et c'est aussi, pour le coup, tout l'intérêt. Donc maintenant, quand le petit Frodon il va demander des modifs sur son multisite à Sam, on commence rapidement à être conscient que c'est pas la même limonade en fait. Donc plutôt que de dire est-ce que je peux avoir ça? Oui, pas de souci, on y va. L'idée, ça va être attention, mon petit saké, ce truc là que tu le veux sur quel site? Et surtout, tu le veux pour faire quoi en fait? Parce qu'à partir du moment où on va penser à une évolution sur un thème partagé par 8, 10, 15 sites, bah en fait, les conséquences sont pas les mêmes en fait. Donc, le multisite, quand on va parler d'évolution, implique beaucoup plus de jugeote, pas forcément beaucoup plus de code, si la jugeote a été produite en amont, et beaucoup plus de tests. Et c'est seulement ensuite qu'on va rassurer le petit Frodon en lui disant que c'est en prod. Voilà, en gros. Maintenant qu'on est passé sur justement cet overview sur justement ce que c'est le multisite et les premières implications que ça a, on attaque dans le cœur du sujet sur, voilà, retour d'expérience. En gros, depuis 3 ans qu'on développe ce truc, en fait, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème? Et en gros, comment on les a résolus? Alors, le premier lot de problématiques en fait qu'on a rencontré, c'est des problématiques graphiques. Simplement parce que à la base, on pilote une marque qui a son identité graphique. Par contre, on déploie de nouveaux sites au fur et à mesure. L'identité graphique de la marque évolue aussi, etc., etc. Donc, on peut facilement arriver à des cas où on a besoin d'avoir des spécificités graphiques sur un site, sur pas un autre. Voilà, une palette de couleurs qui est un petit peu différente sur un site du réseau, mais pas sur tous. On peut avoir différents thèmes. Si vous nous suivez un peu, vous savez que Fantassin, on est plutôt sur sur des thèmes dark. À l'inverse, on a aussi des sites qui sont sur des thèmes inversés, sur des thèmes très blancs, en fait. Mais pour le coup, c'est piloté par le même thème WordPress. Donc, c'est une spécificité à traiter. On peut aussi avoir des spécificités du type, bah voilà, j'ai un bloc Gutenberg ou j'ai un module qui sur mon site a un rendu X et en fait sur un site en particulier, bah, il a une tête un petit peu différente. Voilà. Ou bien d'autres choses encore, la police, des polices qui peuvent vouloir changer.
Euh, voilà, typiquement, nous par exemple, un des trucs qu'on va déployer là, c'est que le thème WordPress Fantassin va aussi être catapulté sur des sites perso, en fait. Mais du coup, moi par exemple, mon site perso, si j'utilise le thème Fantassin, j'ai pas forcément envie de garder la typo. Donc je vais vouloir une typo de titrage spécifique pour mon site à moi. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu, on vous a fait on vous a retracé un petit peu l'évolution de comment ça s'est passé chez nous. Dans un premier temps, en fait, quand on a sorti la première version du site, chez nous, c'était simple. On est sur un thème très foncé, du blanc, des petites nuances de gris, etc. Et on avait une seule tonique, c'était le vert, en fait. Euh, du coup, c'était facile. Dès qu'on avait des choses à mettre en avant, bah, on utilisait la tonique du vert et c'était parti. Excusez-moi. Donc cette tonique du vert, elle s'appliquait aux liens, aux boutons, etc. etc. C'était hyper simple. Voilà, bah, il y avait un seul site, hein, donc on ne se posait pas trop de questions. La phase 2, c'était l'introduction du thème light en fait. Le thème light, on l'a introduit chez Fantassin à partir du moment où on a fait un site spécifique à l'offre de maintenance en fait. Et on avait besoin, à l'époque on n'avait que ces deux sites, on avait besoin qu'il y ait un différentiel vraiment entre les deux, mais qu'on puisse reconnaître quand même que c'est de la même famille. Donc, nous, ce qu'on a utilisé, c'est le thème light. Se dire qu'il y a un site qui est sur voilà, une thématique noire avec une tonique verte et un site qui est sur une thématique blanche avec une tonique bleue. On ne pouvait pas garder la tonique verte parce que le vert sur le fond blanc n'était pas accessible du tout. Donc, on a introduit cette tonique bleue. Ça, c'était la phase 2. Voilà. Euh, Cette phase 2, elle allait un petit peu plus loin que l'introduction du thème light. L'idée, c'était que sur cette phase 2, on commençait aussi à introduire des blocs de fond blanc sur notre thème d'arc, en fait. Et inversement, le thème d'arc de FTS Care, de la maintenance, bah, il pouvait avoir des blocs noirs. Donc on commençait à avoir ces espèces de couleurs inversées. Et vous voyez que là, sur cet écran, qu'en fait, on était parti du principe qu'à partir du moment où le fond est blanc, la tonique, elle est bleue. Et à partir du moment où le fond est noir, la tonique est verte. Donc on avait rationalisé ça de cette manière. Ce qui nous amène à la phase 3, où là on s'est dit, oh, alors c'est pas que c'est une fausse bonne idée, mais en fait on a commencé à rationaliser des choses, c'est-à-dire fond blanc égale bleu, fond noir égale vert, sauf que du coup, quand je suis sur un site, là par exemple sur le screen vous avez un exemple de landing page, sur Fantassin, donc sur fond noir, le CTA, la couleur principale, la tonique c'est le vert, mais par contre, voilà, on s'était dit, bah, dès qu'il y a du blanc, ça passe en bleu. Donc là, ça commençait déjà à devenir compliqué parce qu'on se mélangeait un petit peu les pinceaux. Voilà, je suis sur Fantassin, mais j'ai du vert partout, mais par contre j'ai des petits bouts de bleu qui se baladent parce que parfois j'ai des fonds blancs. Ça commençait à devenir un petit peu galère. L'autre question qu'on a commencé à se poser, c'est, bah en fait, on a deux autres couleurs dans notre palette. On a le jaune et on a le rouge. Qu'est-ce qu'on fait si demain on veut les utiliser? Typiquement, FTS Learn, on veut le mettre en jaune. FTS Club, on veut le mettre en rouge. Bah, si là, je remplace mon bouton vert par du jaune, bah, j'ai toujours la même galère avec la couleur bleue qui jure un petit peu. Donc, ça commençait à être un petit peu compliqué. En termes de cohérence graphique, ça devenait complexe. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, là, il faut qu'on se pose, il faut qu'on arrive à reprendre certaines choses et surtout à les rationaliser. Rationaliser les choses, c'est une de nos spécialités, c'est un truc qu'on fait très très souvent. L'idée, c'est de se dire que, bah, en fait, on va pouvoir déployer plein de sites avec des spécificités graphiques, mais par contre, ça implique que s'il n'y a pas de spécificité graphique, le comportement par défaut, bah, ça implique qu'il se fasse un petit peu réduire. Alors, quand je dis réduire, c'est il va perdre en richesse. Donc, une des choses qu'on a dû rationaliser, le premier truc, c'est qu'on a arrêté au tout début, je faisais 40 000 nuances de gris sur les textes, c'était n'importe quoi. Donc, en fait, on a dit, on arrête. Si on est sur fond blanc, on écrit en noir. Si on est sur fond noir, on écrit en blanc et c'est réglé. L'autre point qu'on a dû faire, c'est. Enfin, l'autre point qu'on a fait, c'est justement sur les liens, en fait. On a réfléchi à la manière dont on met en avant les liens et on s'est rendu compte que chez nous, de toute façon, on met en avant les interactions qu'on a vraiment envie de pousser par des boutons. Donc, les liens, on n'avait pas forcément besoin de garder la couleur sur le lien. On garde juste une décoration et ça nous suffit. Pareil, l'autre chose qu'on a fait, c'est que
par défaut, en fait, on a fait en sorte que par défaut, les boutons soient colorisés soit sur du thème blanc, soit sur du thème noir. Ça facilitait beaucoup la vie euh, parce que au moins, quand on déploie un nouveau site, en fait, on n'a pas besoin de galérer tout de suite en définissant une couleur. On peut avoir un thème sans couleur, par exemple, sans tonique. Donc, rationalisation. La rationalisation, du coup, elle est allée plus loin. C'est que, vous voyez là l'exemple sur la droite par rapport à avant. C'est qu'on on n'a plus les petits points bleus. Donc, effectivement, on peut se dire qu'on perd un peu de richesse. À l'inverse, au moins, on peut avoir, là, typiquement, la landing page Fantassin. On peut avoir une landing page qui reste thématisée sur la tonique du site, en fait. Ce qui n'empêche pas, parce qu'on a rajouté, parce qu'on bosse avec les palettes de Gutenberg, ce qui n'empêche pas que cette liste-là, si je voulais, je peux la mettre avec des puces vertes, mais je le fais manuellement, en fait. Donc, l'idée, en définitive, ce qu'on a fait, c'est que Florian nous a rajouté dans la palette de couleurs Fantassin, il nous a rajouté une couleur qui s'appelle tonique, et en fait, cette tonique, elle change sur chaque site. Si, à partir du moment où on l'a définie en fait, sinon elle a une valeur par défaut. Et en fait, pour chaque site, on applique des valeurs par défaut, enfin on applique la tonique définie par chaque site, pour chaque site, sur des éléments type les boutons, la sélection de contenu, les focus, des éléments sur les blogs Gutenberg, etc. Et surtout, chaque tonique qui est définie spécifiquement pour un site, en fait, si je suis sur ce site, il suffit que je clique sur tonique plutôt que de sélectionner la couleur. Je sélectionne la couleur tonique et si demain on la change dans le thème, tout viendra se changer tout seul. On n'aura pas besoin de repasser sur toutes les pages. En gros, à quoi ça peut ressembler? Ça nous permet de... Là, l'idée, c'est que vous puissiez avoir une vision un petit peu globale sur 3 sites du réseau, voilà, Fantassin, Learn et Care. Sur chaque site, en fait, on a défini un thème et une tonique. Et du coup, ça vous permet un petit peu de voir de quelle manière est-ce qu'on applique les couleurs par défaut. Donc sur du bouton, sur de la sélection, et puis après sur des liens, par exemple dans le footer. Donc voilà, ça c'est le gros ça a été le gros de la spécificité de notre côté, c'est la gestion du graphisme. Pour ça, pour ceux qui ont la fibre technique, en gros, si on devait faire un retour d'expérience aujourd'hui, on proposerait 2 solutions. La première, c'est que vous gardez un seul thème WordPress qui pilote tous les sites de votre réseau. Et dans ce thème, vous ajoutez des feuilles de style spécifiques. En mode is site fantassin, is site care, is site learn. Et dans cette feuille de style, en fait, vous spécifiez, vous venez écraser la valeur, par exemple, d'une tonique où vous venez amener la spécificité dont vous avez besoin. L'avantage de cette solution-là, c'est que dans tous les cas, vous ne maintenez qu'un seul thème, en fait. Par contre, vous avez besoin d'organiser les fichiers de votre thème de manière beaucoup plus forte. La solution 2, c'est que vous gardez le même thème pour piloter tout votre réseau et que ensuite vous ayez des thèmes enfants pour gérer les spécificités d'un site ou de l'autre. C'est pas forcément la solution qu'on recommande parce que pour le coup, en termes de maintenance et de gestion, ça vous fait gérer un site principal et un thème principal et ça vous fait devoir maintenir d'autres thèmes enfants. Donc en fait, on multiplie le nombre de thèmes WordPress à maintenir. Autre petit retour d'expérience sur ce qui a amené le multisite comme questionnement, c'est la question des mises en page en fait. L'idée c'est que quand on a un site ou deux en fait, on commence rapidement à prendre des réflexes de mise en page. Je fais une landing page, voilà, je la mets en page de cette manière, je trouve que ça marche, etc. etc. J'ai une page de service, je la mets en page de cette manière, ça fonctionne, allez, j'avance. L'idée, c'est que ça marche bien quand on a un site, deux sites. Quand on commence à en avoir 8, il y a une vraie question qui se pose. C'est est-ce que les principes de mise en page que j'utilise sur mes deux premiers, ils sont suffisamment OK et je les duplique sur les 8? Ou est-ce qu'en fait, j'essaie de développer une espèce de spécificité de mise en page sur un site ou sur un autre? Donc là, c'est une problématique qui concerne principalement l'édition de contenu, donc chez nous Gutenberg, et c'est une problématique qu'aujourd'hui on résout avec ce qu'on appelle les blocs patterns. Les blocs patterns, c'est simplement des compositions de blocs préchargés.
Donc l'idée, là, vous avez un exemple sur la droite, c'est nous, on a des pages ressources, en fait, sur le site de Fantassin. Donc fantassin.fr/ressources avec S. On a des pages ressources, et en fait, quand on veut mettre en page une ressource, on s'embête pas, on fait insertion de bloc, on va dans composition, on prend la ressource, et ça nous précharge tout, on a juste à mettre le contenu au bon endroit. Ça paraît gratuit, mais quand on gère 8 sites, en fait, c'est le genre de petite fonctionnalité qui vous fait gagner du temps, beaucoup de temps. Donc voilà. Ensuite, la gestion des fonctionnalités. Ça, c'est un des gros pain points, en tout cas. Et en tout cas, c'est une des choses, sans doute, qui est le plus, la plus grande source d'erreur, à mon avis, sur la gestion des multisites, pardon, c'est comment on gère les fonctionnalités. Le multisite, je vous le rappelle, c'est sur votre site master, sur le réseau de sites, vous installez vos extensions, en fait. Du coup, c'est là tout le problème de WordPress, c'est que il y a les extensions, en fait, et c'est trop tentant, en fait. C'est trop tentant d'installer plein d'extensions, en fait, et de les installer bêtement. Le multisite, en fait, ce qu'il amène comme problématique, c'est une vision, c'est une gestion beaucoup plus pointue de comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on active, quelle stratégie on a pour gérer nos extensions, en fait. Dans tous les cas, sur le multisite, une extension sera installée sur le réseau. Voilà. Ce qui veut dire que, par défaut, même si elles ne sont pas chargées sur le site, toutes les extensions installées sur le multisite sont un petit peu chargées, on va dire, à chaque fois sur chaque site. L'idée, c'est que il faut vraiment gérer la manière dont on va activer ces extensions. Donc la bonne pratique en fait que nous on a mise en œuvre et qu'on conseille, c'est que si vous avez une extension qui est commune à tous les sites de votre réseau, vous l'activez sur le réseau. A l'inverse, si vous avez une extension qui est spécifique à un ou plusieurs sites, vous les activez à la main sur le site en question. Un exemple tout bête, c'est là vous avez un aperçu un petit peu des extensions qu'on a sur notre multisite. Bon, c'est une sélection, hein, il y en a quelques-unes. Mais typiquement, on en a gardé deux en exergue. L'idée, c'est que là, vous voyez à peu près tout ce qu'on a installé sur notre réseau. Donc, on a WooCommerce Block, du Mautic, du Yoast, du VP Umbrella, Rocket, SVG, Imagify, Gutenberg, bien sûr. C'est pour ça qu'il est au milieu. Ça serait surprenant que chez Fantassin, il n'y ait pas Gutenberg installé. Mais on a aussi une extension qui vient gérer notre LMS, donc c'est comme un CMS mais appliqué au learning. Donc ça, c'est tout le volet FTS Learn. On a des extensions qui viennent piloter des métiers comme les custom post type. On a des extensions qui nous permettent de piloter du métier comme notre maillage interne. On a une extension FTS pour avoir Gutenberg dans WooCommerce. C'était l'objet d'un des premiers lives du club. Voilà. Et après, on a nos plugins à nous qui viennent activer des blocs custom et on a tout le volet manager des contrats de maintenance et maintenance. Donc ça fait beaucoup de choses. Ce que vous voyez, c'est que là, par défaut, ce qui est activé sur tous nos sites, c'est uniquement Yoast TVP Rocket, rien d'autre en fait. Tout le reste, c'est on les active à la mano sur un site en question. Donc voilà, un truc tout bête, si on a un site du réseau qui n'a pas besoin de WooCommerce, bah voilà, on l'installe pas. Donc on en revient à cette règle-là. À partir du moment où tout est commun, on l'installe sur le réseau. À partir du moment où c'est spécifique, on l'installe spécifiquement. Ce qui veut aussi dire que si par exemple on a 8 sites et qu'on a besoin de Mautic que sur 5 sites, eh ben oui, on va l'activer à la main sur 5 sites. Parce que ça ne mérite pas d'être activé sur les 3 autres qui ne vont pas en bénéficier. Ensuite, problématique suivante, elle concerne le maillage des sites. Le maillage des sites, c'est une problématique toute bête. L'idée, c'est de se dire, c'est très bien, j'ai mon réseau de sites, j'ai mon site master, j'ai les sites qui correspondent à mes offres, à mes services, j'ai mes sites internes, etc., etc. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on déploie un écosystème de sites, il faut qu'il soit visible cet écosystème de sites, en fait. Quand je parle de maillage, je ne parle pas de SEO, je parle simplement de rendre accessible via un site les autres sites de notre réseau. Un truc tout bête, c'est si vous avez un site principal et que vous avez 3 produits, par exemple, et du coup vous avez un site par produit à chaque fois, de votre site principal, on va avoir besoin d'accéder au site
de vos produits. Et à partir du moment où on est sur le site d'un de vos produits, on va avoir besoin potentiellement d'accéder à votre site corporate, à votre site de RH, etc. Donc on a besoin d'avoir une navigation intersite, entre sites. Et ça, c'est une problématique parce que dans notre cas, par exemple, quand on a lancé le premier site FTS, on n'avait pas du tout anticipé cette chose-là. Donc aujourd'hui, ça nous a amené à réfléchir la navigation de notre site. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on a déployé aujourd'hui. Donc c'est une solution un petit peu... c'est pas de la solution Spardra, mais c'est une V1 dans le sens où ça nous a amené, pardon, à repenser de manière beaucoup plus profonde la manière dont on aborde une navigation sur les sites de notre réseau. Donc là, vous avez à l'écran, donc sur la partie de droite, une partie, quelque chose d'assez définitif sur un burger ouvert. Par contre, sur une partie de gauche, vous avez toute une série de tests de navigation qu'on a fait en se disant, bah voilà, si je suis sur ce site-là, qu'est-ce que je veux comme navigation? Vous avez la nav FTS qui est tout en haut, donc avec des items où on voulait qu'ils soient directement accessibles dans le menu. Mais si on prend par exemple Renegade tout en bas, bah Renegade c'est un site destiné à un produit qu'on a nous. En tout cas, c'est une offre Renegade. Bah, en fait, on a que deux éléments dans le menu. C'est très bien, on veut garder ça comme ça. Mais typiquement, l'élément de contact, on a envie qu'il soit, il soit en avant d'une manière différente que sur le site Fantassin. Donc, la navigation intersite amène à reconcevoir de manière complète la manière dont on imagine la navigation entre les sites et il euh, faut vraiment voir ça de manière hyper globale, essayer d'anticiper le plus de choses possible. Donc ça, c'est un très très gros point, surtout quand ça n'a pas été anticipé en amont. Deux solutions pour ça. En termes de maillage, encore une fois, quand je dis maillage, je ne parle pas de SEO. En termes de maillage, deux solutions. Soit vous reliez les sites de votre réseau à la main. C'est laborieux, ok. Soit vous les maillez de manière automatique. Dans le thème, vous sortez une fonction, ça fait le lien tout seul. Pourquoi la 1 est bien? Pourquoi la 2 est bien? Quand c'est automatique, c'est plus facile, on déploie un site, il est maillé automatiquement, hop, c'est réglé, on ne se pose pas de questions. A l'inverse, quand c'est automatique, suffit qu'on déploie un site interne, bah, si on n'a pas envie qu'il soit accessible via les sites vitrines, enfin les sites publics, bah, c'est compliqué, parce que on vient de définir qu'automatiquement il doit être accessible. Donc, forcément, ça nous enlève de la capacité d'adaptation. A l'inverse, le manuel, c'est plus laborieux parce que si vous voulez mailler 6 sites entre eux, bah, faut refaire un menu 6 fois. Oui, effectivement, c'est un peu chiant. A l'inverse, nous, c'est la solution qu'on a choisie pour mailler nos sites, c'est qu'en fait, on les maille dans une suite logique. Je vous donne un exemple. Si le point de départ, c'est Fantassin, en fait, la manière dont on maille les sites, ça va être, je vais d'abord mettre en avant FTS Care, parce que c'est l'offre complémentaire à Fantassin. Je vais aussi mettre en avant Renegade très tôt, parce que c'est ce qui vient avant la création de site. Et à l'inverse, quand on est sur Learn, par exemple, qui est tout le volet, qui est le site qui gère tout le volet apprentissage de WordPress, bah en fait, quand on est sur Learn, quand j'ouvre mon navigateur pour les autres sites du réseau, je ne vais pas tout de suite mettre Fantassin en fait. Fantassin, c'est l'agence. Quelqu'un qui est sur Learn, il veut apprendre. Donc, il ne veut pas acheter un site. Donc, le manuel me permet de dire, bah voilà, le contexte de départ, c'est quoi? C'est Learn, c'est d'apprendre. Bah, c'est quoi le premier rebond que je veux sur le site du réseau? Bah, c'est le club, en fait, parce que sur le club, il va pouvoir accéder aux lives. Et avec les lives, il va apprendre. Donc, le manuel, effectivement, plus laborieux. Par contre, vous avez la main sur tout. Et si vous avez envie de ne pas mailler un site de votre réseau, typiquement un site interne, bah, vous pouvez ne pas le faire. Avec l'automatique, c'est plus facile, mais si vous voulez une exception, c'est foutu. Ensuite, donc pour ce point, il y a une seule slide, mais par contre, c'est sans doute un des points les plus importants, une des implications les plus importantes du multisite. Il faut garder en tête que quand on a un système, quand on a un thème qui pilote 8 sites, on ne peut pas tester les choses de la même manière que quand on a un thème qui pilote un site, en fait. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez tester 15 fois plus, pas 8 fois plus, mais allez, 2 fois 8 fois plus, 16 fois plus. Voilà. Pour une raison toute simple, c'est que les implications vont être différentes. À chaque fois que vous allez mettre à jour votre thème qui pilote X sites,
en fait, la moindre boulette, elle va pas concerner un site. Elle va concerner tous les sites qui sont propulsés par ce thème. Donc, il y a une vigilance qui doit être, mais bah, du coup, 16 fois, on a dit, 16 fois plus forte que sur un site classique. Ce qui implique que pour ceux qui ont des sites mais qui n'ont toujours pas de pré-production, là c'est le dernier warning parce que c'est en pré-production qu'on est censé essayer de faire casser les sites. Donc, gardez en tête que les phases de test, ça va vraiment être la bagarre parce que l'idée c'est que la pré-production, quand on a un thème qui pilote 8, 10, 15 sites, la pré-production, l'objectif c'est de la faire tomber, c'est de provoquer du bug avant de se dire c'est ok pour être envoyé en production. Et c'est seulement après que Sam pourra dire à Frodon c'est bon, c'est en prod. Voilà. Ensuite, arbitrer, pardon. J'ai failli dire attribuer l'arbitration de contenu, mais c'est pas du tout ça. Donc arbitrer l'attribution des contenus. À partir du moment où on a un réseau de sites qui parlent grosso modo de la même thématique. Si je prends notre exemple, c'est grosso modo, on parle de WordPress, de site web, de création de sites, etc. À partir du moment où vous avez des sites spécifiques, donc un site pour un produit, dans notre cas, un site pour la maintenance, par exemple, bah, il y a un vrai arbitrage à faire pour tous les contenus que vous allez vouloir faire. Je vous ai mis un exemple, parce que c'est beaucoup plus parlant. Si par exemple, chez nous, chez Fantassin, on veut parler de maintenance, en fait, bah, sur quel site du réseau est-ce qu'on va parler de maintenance, en fait? Bah, tout va dépendre justement on aura la thématique maintenance, mais dans la thématique, il y aura un sujet plus précis. Donc la vraie question, c'est si je devais faire un article en mode pourquoi la maintenance d'un site est important, sur quel site est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets sur Fantassin? Est-ce que je le mets sur Care? Si je dois faire un article pourquoi le sur-mesure facilite la maintenance de votre site, pareil. Ça parle de sur-mesure et de maintenance, du coup je le mets où? Je le mets sur Fantassin, je le mets sur Care. 5 clés pour mettre à jour son site, bah c'est aussi de l'apprentissage. Donc en fait, je le mets sur Fantassin, sur Care, sur Club, sur Learn. Donc il y a une vraie, en fait, il y a une vraie vigilance à avoir par rapport à ça. Et l'idée, c'est que là, l'idée, c'est surtout l'opportunité, c'est que à travers une même thématique, en fait, vous allez pouvoir bosser sur les différents sites de votre réseau une stratégie de parcours, en fait. C'est-à-dire que pour illustrer ça, par exemple, sur Fantassin, on va publier l'article pourquoi le sur-mesure facilite la maintenance de votre site, parce que c'est une vision très macro de la maintenance. À l'inverse, 5 clés pour mettre à jour son site, c'est quelque chose on est dans le dur en fait. On a besoin de clés, de comprendre. Bah là, en fait, on va le mettre sur FTS Care par exemple. Parce que FTS Care, c'est le lieu où on parle de maintenance. Donc, il y a un vrai arbitrage à avoir là-dessus. Il y a une vraie stratégie éditoriale à développer sur ce point. Et l'opportunité que ça vous donne, à l'inverse, c'est que vous pouvez prendre un même sujet, la maintenance, par exemple, et vous pouvez développer des traitements différents de ce sujet. Un traitement, je le répète, très macro, par exemple, sur le site Fantassin, un traitement très orienté offre sur le site FTS Care, et un traitement très orienté tips, par exemple, sur FTS Learn, parce que c'est là qu'on apprend. Donc, l'éditorial, hyper important. On arrive au bout. Donc, pour le coup, j'ai été plutôt efficace, je pense. Donc, on va avoir du temps éventuellement pour les questions. En gros, quels sont les enjeux du multisite aujourd'hui? Aujourd'hui, la raison pour laquelle on adopte le multisite et la raison pour laquelle, en fait, on le propose à certains clients, la raison principale, c'est de libérer le site principal. Le site principal qui est la porte d'entrée, l'idée c'est que si à un moment vous avez, je sais pas, 10 offres de services, 3 produits, il y a un moment on va avoir besoin de visibilité. Et votre utilisateur, à partir du moment où on va vous faire des recos du X en termes de navigation, un des premiers trucs qu'on va vous dire, c'est libérer la navigation, faites de la place, réduisez les éléments, etc. Bah oui, mais réduire les éléments alors que j'ai 10 services et j'ai 4 produits, ça va être compliqué. Mais du coup, une des solutions, ça peut être adopter le multisite en se disant que chaque produit, par exemple, va avoir son propre site. Boum, ça libère déjà la navigation du site global. Donc, libérer. Développer la lisibilité
ou la visibilité, la lisibilité des sites du réseau. L'idée, c'est très simple, c'est que si vous pouvez avoir un site par offre, par exemple, ou par produit, en fait, vous pouvez communiquer de temps en temps sur de l'ADS, par exemple, ou en market. Vous pouvez communiquer sur un site dédié, en fait, et pas sur une page d'un site beaucoup plus global. Donc, ça vous permet, en termes d'expérience utilisateur, de travailler des parcours liés à votre site en particulier. Je fais le site de mon produit, bah, j'ai l'opportunité de développer un parcours client sur le site de mon produit, en fait. Et pas de développer un parcours client qui doit arriver à mon produit, mais qui part d'un site qui est trop généraliste, en fait, trop fourre-tout. Le troisième point, c'est centraliser, uniformiser la gestion. Ça, c'est pratique, mais l'avantage, c'est que demain, nous, on a 8 sites. Ben, en fait, tous les sites se gèrent de la même manière. On gère le contenu de la même manière. On a les mêmes blocs. On met à jour le système et les plugins une seule fois. On met à jour le thème une seule fois. Pour gérer les utilisateurs, c'est à un seul endroit et c'est pas sur 14 URL. C'est hyper facilitant. Optimiser les évolutions des sites. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque évolution que vous faites sur un site du réseau, bah, c'est une évolution qui va être intégrée au thème. Et du coup, c'est une évolution qui va bénéficier à tous les autres sites du réseau. C'est une des principales forces du multisite. C'est rassembler, rationaliser, faire des économies d'échelle. Hein, forcément, à un moment, quand on a une dizaine de sites sur un réseau, bah, on fait 10 maintenant. Enfin, une dizaine de sites à droite à gauche, on fait 10 maintenances. Quand on a 10 sites sur un réseau, on fait une maintenance de réseau. Pardon. Et on fait une maintenance de réseau. Et s'il y a un site qui a besoin d'évolution, on l'intègre correctement. Et c'est tous les sites qui en profitent. Le dernier point en termes d'enjeu, c'est l'effet de groupe. C'est assez intéressant, le multisite en termes d'image, ça peut, en fonction des objectifs que vous avez, ça peut vraiment donner une image de, bah voilà, il y a un effet de grosses boîtes, de belles boîtes, d'offres scindées, etc. Il y a un vrai effet de groupe, et dans certains cas, ça peut être hyper intéressant. Les points de vigilance du multisite, donc ça, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est questionnement de la charte, notamment couleur, etc. Enfin, couleur, typo. Est-ce qu'il y a des exceptions graphiques de temps en temps? Si oui, où? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'elles concernent? Le point de vigilance numéro 2, c'est le questionnement profond des évolutions. C'est à chaque fois que j'ai besoin de faire évoluer un site, en fait, l'idée, c'est que je vais avoir besoin de penser au global d'abord. C'est, il me faut ça sur ce site. Ok, ce ça dont j'ai besoin, est-ce que d'autres sites peuvent avoir un intérêt à en profiter? Oui, non. Bah, si c'est oui, on va réfléchir à la fonctionnalité d'une manière totalement différente, en fait. Et on va faire en sorte que cette évolution-là et l'investissement qu'on fait sur cette évolution-là bénéficie au réseau tout entier. Point numéro 3, point de vigilance, c'est distinguer le spécifique du global. C'est ce que je viens de dire juste au point numéro 2. L'idée, c'est qu'il faut vraiment garder en tête, quand je fais des choses, est-ce que c'est des choses qui peuvent bénéficier à tout le monde ou est-ce que c'est spécifique sur un seul site? L'arbitrage du ping-pong des contenus. Et enfin, la double vigilance en phase de test. Si vous avez un truc à retenir, c'est ça. C'est la vigilance en phase de test. Là, c'est un peu Sam qui dit à Frodon, détends-toi, il va falloir attendre un petit peu. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous quand vous voulez développer une feature en plus sur un multisite, forcément, ça va prendre plus de temps que sur un site unique, c'est normal. Il y a 15 fois plus de tests. Sam, il a un peu plus de boulot, quoi. Donc Frodon, il va devoir attendre un petit peu. On parlait multisite. C'est quoi la suite du multisite? Alors, si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité WordPress, la suite du multisite pour nous, c'est le full site editing. On a un objectif, c'est que d'ici alors quand on dit fin d'année, chez nous, c'est à géométrie variable, hein, ça peut être septembre, ça peut être octobre. Mais en tout cas, sur notre multisite à nous, la prochaine étape, c'est le multisite full FSE. Il y a déjà des travaux qui sont engagés en termes de conception, c'est déjà avancé. Ça, c'est Florian qui fait tout ça dans l'ombre. Mais en tout cas, à terme, pour l'instant, le multisite, on l'utilise de manière assez classique. À terme, bah, le FSE arrive dans WordPress. Donc forcément, la prochaine étape pour le multisite, c'est multisite compatible FSE.
Le FSE qui donnera forcément lieu, un jour ou l'autre, à un live spécifique piloté par Florian. Parce que tout simplement il est à fond dedans et que c'est un petit peu l'avenir. Même si ça provoque pas mal de discussions. On est arrivé au bout de mon laïus. Alors, c'est le temps des questions. Alors, je vais voir s'il y a, il y a mes petits modérateurs qui demandent s'il y a des questions. N'hésitez pas à les remettre, en fait, vos questions. Si vous en posiez pendant le live, n'hésitez pas à faire un petit copier-coller si vous n'avez pas encore eu de réponse. Alors, je sais que Florian et compagnie étaient un petit peu. Enfin, Florian, Thomas, Maïté et Thomas aussi. Parce que ce serait trop facile d'en avoir qu'un seul. Euh, je sais qu'ils étaient un petit peu là pour veiller, pour répondre. Gestion de la base de données d'arrêt et poids, éventuelle migration d'un site du réseau pour qu'il devienne indépendant. Si on veut traiter cette question, je vais prendre une fléchette, je vais tirer sur Florian. Il va venir rapidement. Je vais prendre la fléchette. Il va venir, il va répondre. On t'appelle. Donc, Hello, hello. multisite. Pour Gestion de la répondre à ta BDD. question d'arrête, ce que génère le multisite, c'est juste des préfixes différents pour chaque site, avec une table à proprement parler pour identifier quel site a quel ID, etc. Donc derrière, ce qui change, c'est juste que c'est des préfixes dynamiques, mais tu peux le migrer assez facilement. Ça reste un site WordPress comme on le connaît, avec ses tables post, options, machin, etc., quoi. Donc la gestion du poids, bah, plus tu multiplies le nombre de sites, plus ta base grossit. Mais ce qui aurait le même cas si jamais tu avais plusieurs sites, le gros avantage c'est juste que tu n'as qu'une seule instance de WordPress par contre. Et ça c'est quand même plutôt bien. Ok, il y a une question juste après. Un analytics par site Oui. ou pas? Donc, un, plusieurs. On scope, en fait on a un analytics global, euh, mais on scope par site l'ID pour une raison toute bête, qu'on sache euh, traquer qui vient de quel site. Par contre, on peut faire du cross-domain grâce à Analytics de site en site. C'est pour ça qu'on en a fait un global à la base. Ok. Plusieurs Euh, sites égale plusieurs BDD idéalement. Oui, si jamais tu as des problématiques de scope de métier. Non, si jamais ils sont intimement liés tous. Alors, quand tu dis scope de métier, pour expliquer aux non-techniciens, c'est quoi? Ça voudrait dire Euh, si j'ai un site vitrine et un autre site du multi sur lequel j'héberge un produit, par exemple? ouais, ou une activité e-commerce d'un côté et un site où on propose des vidéos en ligne de l'autre. Comme les métiers sont différents, potentiellement, oui, ça peut être sur des BDD différentes. Après, dans tous les cas, hein, c'est quand même bien d'avoir des BDD différentes. C'est juste à dispatcher les sites, du coup, le multisite nativement le fait pas super bien. Et ça va te demander de te hooker à droite à gauche pour pouvoir dire, bah tiens, le site A, il est en fait sur un autre host. Le site B, il est sur la base de données numéro 24. Et effectivement, le jour où il y a un serveur qui crame, ben, l'avantage c'est que t'as pas tout qui tombe. Donc BDD séparés, oui. Après, ça demande forcément plus de maintenance d'avoir des BDD à droite à gauche. En tout cas, de les monitorer et de savoir si elles sont encore en vie quand on en a besoin. Ça demande forcément un peu plus de taf, quoi. Et puis, il y a aussi, quand on a plusieurs bases, il y a aussi la question de la sauvegarde. Parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Si tu as une base pour tout piloter, en termes de sauvegarde, c'est assez facile. Ouais, Un carrément. updraft qui prend la totale, en fait, si tu en as plusieurs, c'est peut-être pas la même limonade, quoi. Ouais. On peut faire plusieurs BDD sur un multisite, oui. À l'inverse, regardez, ça fait perdre des cheveux. Est-ce que il y a d'autres questions?
des questions, comme je disais avant, qui ont été posées pendant que je parlais, où il n'y a pas encore eu de réponse, vous pouvez faire un copier-coller. Il n'y a pas de... Top, merci beaucoup. Bah, de rien, Jack. C'est avec plaisir. On va voir s'il y en a encore quelques-unes. T'as été efficace quand même, hein. Ouais, on verra ce qu'ils en disent. Hmm. Ah oui, la question est souvent posée. Le live sera dispo en replay. Et si vous avez été inscrit, si vous êtes inscrit au live tout simplement, vous allez recevoir un petit mail qui vous donne, qui vous rappelle l'accès à la chaîne YouTube quand on aura fait la petite post-prod qui va bien. Et qu'on aura mis ça en ligne. Vous aurez aussi accès tous les lives précédents. On va les mettre en accès public, tous les lives complets en fait. Donc il n'y aura plus l'histoire des extraits de live et des lives complets pour uniquement ceux qui étaient inscrits. Donc tous les lives seront dispo pour tout le monde au total. Et voilà. Comme d'habitude, j'insiste juste sur un petit truc, sur le mail que vous allez recevoir avec le lien. Je vous fais passer à chaque fois un lien pour un petit questionnaire de satisfaction qu'on a sur nos lives. Si vous avez une minute, ça compte vraiment beaucoup pour nous d'avoir vos avis, parce que ça peut nous permettre soit d'aborder des sujets auxquels on n'aurait pas pensé, et des sujets qui sont importants pour vous et que vous aimeriez qu'on voir traiter. Soit ça peut nous permettre d'adapter la manière dont on aborde nos lives et dont on les développe au fur et à mesure. Ça nous permet aussi de valider si oui ou non tout est compris, tout ce qu'on raconte, si c'est compris ou pas. Donc voilà, bon, eh ben, s'il n'y a pas plus de questions, il y a Easy qui nous fait un bisou apparemment. Yeah, cool. Ah, je crois ça, je crois, Je fais ok. des bisous à Izzy aussi. S'il y a plus de questions, on va vous laisser à votre après-midi. Il est 13h52, on est sur un timing, c'est Gucci, comme ils disent les petits jeunes chez nous. Donc on va vous laisser à votre après-midi. Vous aurez le live dispo. Merci beaucoup d'être, pour les plus fidèles d'entre vous, d'être fidèles au rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont assisté au live aujourd'hui et à la revoyure. À plus.